Ok. Bonjour. Bonjour à tous de nous rejoindre. J'attends juste Véronique avec qui j'étais en ligne il y a 2 secondes. On était repartis dans nos discussions passionnées. Donc elle va nous rejoindre dans 2 minutes et on va parler donc de nutrition hormonale. J'en profite pour vous représenter. Alors j'invite Véronique qui vient de m'envoyer une requête. Te voilà. Présenter rapidement ce livre dont on va parler aussi, puisque Véronique a écrit un livre qui s'appelle Hormones, arrêtez de vous gâcher la vie. Hello Et Véronique, bonjour, on peut te retrouver. bonjour tout le monde. Bonjour et merci dessus. J'étais en train de présenter ton livre parce que qui est très intéressant pour t'introduire un petit peu, expliquer qui tu es, parce que tu es un peu l'experte hormone et j'avoue qu'on a lu beaucoup de livres avec Anna en lançant notre projet et un de ceux qui nous a beaucoup inspiré, c'est le tien et tes vidéos en particulier. Donc voilà, Véronique est diététicienne, micronutritionniste, tu corriges, Tout à co-auteur du fait. livre, donc Hormones, arrêtez de vous gâcher la vie, mais aussi de beaucoup d'autres livres dont on va parler sur le lien entre alimentation et immunité, aussi le lien entre la prise de poids évidemment et l'alimentation et les hormones. Donc on va reparler de ça au cours du live et le but c'est que voilà, avec son expérience, donc elle a notamment travaillé avec le docteur Vincent Renaud, médecin nutritionniste avec qui tu as coécrit le livre et donc l'idée c'est de voir un petit peu à travers les questions qui ont été posées et n'hésitez pas à poser vos questions pendant ce live parce qu'un live ça sert à ça de voir un petit peu comment on peut agir sur les hormones à travers l'alimentation. Est-ce que c'est rapide? Voilà, les astuces que tu as partagées, les grandes règles pour qu'au fait, voilà, on essaie de comprendre comment on peut agir finalement sur notre cycle et nos cycles et notre qualité de vie en général avec l'alimentation. Vaste sujet. C'est clair. Donc Véronique, déjà, en première question, est-ce que pour toi, parce que finalement, à la fois tu écris des livres et puis aussi tu reçois des gens en consultation régulièrement, Oui. par ton métier, tu as même été coach sportif puisque tu gères une équipe de football en Belgique également. Alors, coach sportif en nutrition, hein, j'ai coaché en nutrition, enfin, je coach en Oui, nutrition une tout équipe à de fait. première division. Voilà. Donc, Voilà, donc tu as un échantillon finalement assez large de personnes, tu as rencontré des cas divers et variés. Donc tu as conseillé et accompagné des gens dans des changements alimentaires. Quelles sont tes premières questions en général pour repérer un éventuel déséquilibre hormonal, pour voir comment tu peux agir par l'alimentation sur ces personnes? alors évidemment, ça dépend. En fait, souvent, j'ai remarqué que le grand public, quand on parle d'hormones, le premier réflexe, c'est de penser hormones sexuelles. Oui, Donc les déjà des hormones de la questions femme, etc. C'est fabuleuses. le premier réflexe et bien entendu c'est normal, surtout en tant que femme. Mais il faut bien comprendre que les hormones, c'est aussi les neurotransmetteurs, que c'est aussi l'insuline, que c'est aussi les hormones thyroïdiennes. Et ces dernières, donc les hormones thyroïdiennes, elles sont très importantes parce que c'est vraiment le chef d'orchestre en fait de toutes nos hormones. Et donc il ne faut pas limiter, bien entendu, le mot hormones Hormones aux hormones. sexuelles qui sont oestrogènes et progestérone. Exactement. Quand tu parles de la Ou la thyroïde, testostérone, parce qu'il ne oui, faut la pas oublier que testostérone. la testo, elle est aussi très importante, même chez la femme. Oui, les Et donc, androgènes, c'est ce qui peut causer voilà. notamment Donc, la tout ce qui perte est des cheveux. androgène aussi, voilà. Donc, globalement, on ne peut pas parler des hormones de façon globale, parce Mhm. que, bien entendu, il y a des grandes différences d'une hormone à l'autre. Donc, voilà. Et donc là, j'ai une question. Par exemple, j'ai une personne qui pose une question autour de l'endométriose. Par exemple, est-ce que tu as des conseils spécifiques alimentaires si une personne vient avec ce problème qui est très classique en fait au niveau des cycles? Je vois la question d'en dire. Alors évidemment, le but ici, c'est pas de faire de la consultation parce que chaque personne est différente, donc c'est un petit peu délicat de en parler comme ça. Mais c'est vrai que dans l'endométriose, on a remarqué qu'il y a souvent des problèmes d'hyperœstrogénie, c'est-à-dire avec un excès d'œstrogène et un manque de progestérone. Et donc c'est surtout ça la priorité, je dirais, à regarder. Avec tout un contexte, bien entendu, de génétique toujours,
et puis de qualité des graisses, donc les oméga 3 qui sont les anti-inflammatoires de l'assiette. Donc voilà, d'éviter tout ce qui est hyperglycémie. Donc ce sont les conseils, on y reviendra je pense aussi un petit peu On plus va en tard, parler mais après tous les conseils vraiment de base en ayant bien en tête ce problème de déséquilibre potentiel entre des œstrogènes et la progestérone qui peuvent, dans beaucoup de contextes, poser des problèmes à beaucoup de femmes, en fait. Ça, c'est intéressant que tu en parles de ce phénomène un peu de dominance œstrogénique. On a parfois du mal à lui en donner un nom parce qu'on n'est pas vraiment dans la pathologie, on est dans un déséquilibre en amont. On n'est pas dans la pathologie, tu as tout à fait raison, mais on est dans beaucoup de symptômes parfois qui perturbent énormément la vie des femmes. Et comme c'est pas une pathologie, bah justement peut-être on en parle un peu moins, mais parce qu'on pense souvent que on peut rien faire, que c'est juste à subir. Et c'est pour ça que bah, l'approche de Millet, elle est super, parce que c'est de responsabiliser finalement un peu, enfin, responsabiliser, de faire prendre conscience que ces hormones, on peut les influencer et qu'on ne doit pas subir tous ces troubles que l'on a dans notre vie bah, de femme ou d'homme, hein, bien entendu. Sachant qu'il y a des symptômes, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dont on avait parlé et que je trouve génial, c'est que en changeant son alimentation, comme les hormones, c'est un espèce d'état d'équilibre dynamique qui varie tout le temps. Si on fait bien les choses, on va reparler des grands principes juste après, mais en fait, en l'espace de 15 jours, 3 semaines, on peut voir de vrais changements sur du bien-être physique et mental, en fait. Alors, ça peut, en fonction des hormones, aller même bien plus vite. Donc, c'est un peu ça, l'idée, c'est de bien comprendre qu'on ne peut pas parler de la même façon de toutes les hormones, que quand on va parler des hormones sexuelles, c'est peut-être un petit peu plus lent pour rééquilibrer tout ça, puisque fatalement, c'est un cycle, hein, un problème d'insuline ou que des hormones thyroïdiennes ou des neurotransmetteurs, par exemple, pour lesquels la réponse va être plus rapide. C'est-à-dire que si on fait des modifications, ben, on peut plus facilement booster une sérotonine qu'on va booster une progestérone. Donc déjà, tout de suite, le mental. Donc le mental, ça va avec beaucoup de choses. Ça veut dire que rien que d'avoir des effets sur le mental et le bien-être, ça va jouer sur le sommeil, ça va jouer sur beaucoup de choses en parallèle. Mais c'est un truc magique. Notre corps, celui qui a inventé, je ne sais pas qui c'est, qui a mis l'ingénieur, qui a mis tout ça en place, je le félicite parce que c'est absolument prodigieux. C'est en effet toute une question d'équilibre et on n'y fait pas assez attention, mais le stress notamment, il est anti-hormonal, mais d'une façon incroyable. C'est-à-dire qu'on sait que quand on fait plein de stress, quand on est très stressé, eh bien, on va fabriquer beaucoup moins de progestérone, notamment parce que le cortisol la progestérone est à l'origine aussi du cortisol et donc on va l'épuiser complètement. Donc on voit bien qu'il y a des synergies entre toutes ces hormones qui sont très importantes et notamment, bah, oui, le stress, le sommeil, c'est important de bien s'en occuper pour. Il y a quelque chose que j'avais vu dans ton livre que j'avais beaucoup aimé aussi, c'est en fait, tu te bases notamment sur les questionnaires Queen's en endocrinologie. Et on se rend compte que finalement, l'endocrino, c'est vraiment une science de symptômes. Ça veut dire que j'imagine que les premières questions que tu poses quand tu rencontres quelqu'un, c'est un petit peu, quels sont vos symptômes les plus courants? Qu'est-ce que tu vois, comment tu orientes un petit peu? Quelle est votre alimentation? Tu vas creuser un petit peu ce genre de choses pour comprendre comment réajuster l'alimentation. Alors, il y a plusieurs cas de figure. C'est-à-dire que vous avez soit une personne vient me voir et c'est le but de la consultation. Parce que en effet, elle a lu le livre ou qu'elle a entendu ou qu'elle a envoyé par une amie ou que sais-je, et donc elle sait que je vais faire ce genre de choses. Et donc elle vient avec sa demande, elle vient avec ses symptômes. Et elle a déjà travaillé ses symptômes. Et elle sait déjà, elle a identifié le problème et donc on va travailler là-dessus. Soit c'est quelqu'un qui, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, qui vient, qui est déprimé, ou c'est quelqu'un qui prend du poids sans raison. Ou c'est quelqu'un qui essaie d'en perdre et qui sait pas pourquoi ça marche pas. Et à ce moment-là, moi, je vais évidemment élaborer un diagnostic sur base de questions que je vais poser. Et tu fais bien d'en parler parce que le problème justement des hormones, en tout cas de certaines, parce que la thyroïde, on peut plus ou moins se faire un avis sur base d'une prise de sang, une insulinorésistance aussi, mais il y a quand même plein d'hormones pour lesquelles le problème n'est pas tant le taux sanguin, mais la façon à laquelle on va répondre à ces hormones.
Ok, donc en fait, le souci, c'est que les hormones, on peut en fabriquer en quantité suffisante, mais ne pas bien les utiliser. Avoir des récepteurs, par exemple, qui fonctionnent pas bien. Donc toute la difficulté, elle repose sur le diagnostic. Il n'y a pas de diagnostic fiable. Une personne qui fait, par exemple, un syndrome prémenstruel plus, on ne va pas pouvoir dire dans une prise de sang, voilà, c'est ça le problème, parce que les hormones varient. Il y a trop d'éléments qui vont rentrer en ligne de compte. C'est exactement ce que tu dis, et c'est pour ça que c'est important que chacun d'entre nous, tu le disais tout à l'heure, se responsabilise un peu, parce que quand on lit des choses, par exemple les profils, il y a beaucoup de choses dans ton livre où on va dire, voilà, est-ce que vous êtes en situation d'hyperœstrogénie, justement en déficit d'œstrogène? Et en fait, on se reconnaît très vite dans les symptômes. C'est assez facile de savoir si on est d'un côté de la balance ou de l'autre, parce que c'est des choses qui marquent. Et en fait, il ne faut pas s'habituer à ça, parce que comme tu dis, ce ne sont pas des choses qu'on verra jamais d'ailleurs par prise sanguine ou même par dosage salivaire. C'est compliqué, surtout en période de préménopause, c'est compliqué de se faire un avis définitif et fiable comme ça. Donc c'est très important de surveiller un petit peu les cycles et de commencer à s'écouter pour mieux réajuster. On a un rôle d'acteur en fait là-dedans. Oui, et puis il faut quand même aussi bien noter que c'est pas une matière qui est très connue nécessairement en médecine générale classique. C'est pas quelque chose qui est bien connu parce que c'est très complexe, parce que justement ça ne se dose pas aussi facilement dans le sang, et parce que le mot hormone fait peur aussi. Oui, tout à fait. Ça, il y a quand même, on va parler de cancer hormonodépendant, Ou alors, on va parler de très médical, qu'on peut pas agir dessus. Voilà, soit on peut pas agir dessus, soit c'est dangereux, soit c'est une fatalité, voilà. Donc c'est quand même c'est pas simple de pouvoir vraiment avoir un avis professionnel là-dessus. Il n'y a pas énormément de thérapeutes ce qui rend les choses compliquées, hein, bien entendu. Hein. Il y a Magali qui me redemande les références du livre. Vous inquiétez pas, je mettrai tout ça à la fin. On aura même une petite surprise avec Véronique, pardon, parce qu'on fera, je dis Valérie en même temps, parce qu'en fait, on fera gagner 2 livres de Véronique sur les hormones. Alors, juste pour continuer, parce que finalement, on attend aussi beaucoup les grands principes. Donc, toi, si tu as des principes de base, et je vous rassure, évidemment, une bonne alimentation pour les hormones, c'est une bonne alimentation en général. Donc, vous risquez pas de faire de faux pas, on va dire, si vous suivez les grandes règles. Si tu nous résumais en 2-3 points, 4-5 points, comme tu veux, les grandes règles à surveiller pour justement bien nourrir nos hormones, parce qu'il y a quelque chose de très intéressant, par exemple, que j'ai appris au cours de cette enquête et de cette évolution. On a beaucoup eu tendance à diaboliser le gras pendant des années, à travers des régimes notamment hyperprotéinés, ou alors on est revenu à une alimentation presque plus glucidique en diabolisant le gras pendant des années. Or, le gras, c'est quand même un élément de synthèse de base des hormones. Beaucoup d'hormones sont synthétisées à partir du cholestérol. Donc, c'est intéressant. Aujourd'hui, on voit notamment émerger beaucoup de régimes cétogènes. Qu'est-ce que tu en penses et quelles sont pour toi les grandes règles de l'alimentation hormonale? Bon, alors le régime cétogène, c'est un petit peu particulier, on peut y revenir, mais bon, trois grandes règles, ce sera peut-être trop peu, hein, parce que moi, je ne respecte jamais les règles, donc je vais sûrement déborder, je vais demander des jokers. Mais je dirais que tu as parlé du gras, certes, ça fait certainement partie des grandes règles. En effet, de nombreuses hormones, en tout cas les hormones sexuelles, elles viennent du cholestérol. Donc déjà, on comprend bien, le cholestérol, c'est du gras, mais c'est du gras animal. Donc le végétal est bien sûr à encourager, parce que globalement, on mange plutôt trop de graisses d'origine animale, mais il faut certainement pas les exclure non plus. Et donc le cholestérol, il faut pas le faire baisser trop bas. Et c'est vrai que quand il monte, il y a des personnes qui ont tendance à se faire prescrire des médicaments hypocholestérolémiants. Et moi, j'ai eu des patients qui ont un cholestérol total à 90, et c'est une catastrophe pour leur fonctionnement hormonal. Donc déjà, on fait attention à ça. Mais le gras. Entre bon et mauvais cholestérol quand même. Alors là, on parle du cholestérol total, parce qu'en fait, ce mythe du bon et du mauvais, je vais un petit peu le corriger, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul cholestérol. Le cholestérol, c'est le cholestérol, mais il est transporté par des transporteurs, et le transporteur qui le fait aller vers les artères, c'est ce qu'on appelle le mauvais.
D'accord. Et le transporteur, le cholestérol lié au transporteur qui le fait revenir des artères pour l'éliminer, c'est ce qu'on appelle le bon. Et D'accord. donc, on comprend toute l'utilité, bien entendu, d'avoir un équilibre entre le bon et le mauvais, puisque le cholestérol, s'il n'est pas utilisé, on aimerait bien qu'il revienne et qu'il soit éliminé. Et s'il reste dans les artères et qu'il s'y accumule, c'est pas une bonne idée, puisqu'il va faire des D'accord. plaques. Donc, Donc, HDL, LDL, c'est le transporteur en fait. voilà, exactement. C'est des protéines de transport du cholestérol, un qui l'amène, l'autre qui le ramène. Mais on peut favoriser le bon cholestérol par l'alimentation. Et alors, on peut favoriser, bien entendu, par un bon équilibre, notamment l'huile d'olive, etc. On peut plutôt favoriser l'un que l'autre. Donc, tu as tout à fait raison. Donc, le cholestérol, on ne va pas l'exclure. Bon, évidemment, j'ai pas dit qu'on devait être à 500, hein, on est bien d'accord. Hein. Il faut rester dans des valeurs de référence, mais on va certainement pas exclure le gras. Alors, sinon, dans les autres règles, de nombreuses hormones sont aussi fabriquées à partir de protéines. Il ne faut pas l'oublier. Donc les protéines sont très importantes. Donc tout ce qui est végétalisme peut potentiellement vraiment poser problème à la fabrication. Oui, c'est ce que je retirais un petit peu en question sous-jacente par rapport aux deux premiers points. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des vrais problèmes plus marqués chez des végétaliens en fait. Tout Donc, à fait. pour les deux points précédents en tout cas. Voilà. C'est-à-dire Alors, végétarien, si c'est quelqu'un qui continue à manger un peu de poisson, si c'est quelqu'un qui mange des œufs, si c'est quelqu'un qui mange du fromage, globalement, il y a tout à fait moyen de couvrir les recommandations. Végétalien, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus Et compliqué. les protéines végétales ne suffiront pas à ce moment-là. Les légumineuses et les protéines végétales, c'est compliqué pour compenser quand même au niveau des graisses. C'est compliqué. C'est compliqué pour compenser. C'est compliqué notamment pour les oméga 3. Hein. Il n'y a pas que les protéines qui posent problème dans le végétalisme. Donc, voilà, il faut vraiment être très très bien suivi, être vraiment complémenté, faire des prises de sang pour être sûr de tout avoir. Pour La vitamine B12 aussi, carrément. Voilà, bon, elle est impossible de l'avoir de toute façon sans complément alimentaire. Donc ça demande vraiment une grande rigueur, je dirais, en termes de suivi. Donc intéressant. Ouais. pas zapper le gras, favoriser les oméga 3 parce que les oméga 3 en fait ils ont cette possibilité de fluidifier les membranes, de faire en sorte que les récepteurs hormonaux fonctionnent bien. Et donc, ils sont aussi anti-inflammatoires. Donc, les oméga 3, ils sont vraiment très importants. Donc, ça, c'est le poisson gras. Ça va être de mettre au menu des sardines, du maquereau, du hareng, du saumon. Et si on n'aime pas, de se supplémenter. Et l'huile de colza, les graines de lin ne suffiront pas. Les poissons gras. Absolument pas, absolument pas. Tu fais bien de le dire. Elles sont aussi importantes. En fait, vous avez des oméga 3 d'origine animale et plutôt d'origine végétale. Et ce sont des oméga 3 différents. On en a besoin de tous. Et les oméga 3 d'origine végétale sont supposés se transformer en EPA et en DHA, mais on ne parvient pas aujourd'hui, c'est très clair, à le faire en quantité suffisante. Et donc, on est obligé, d'ailleurs, le DHA, qui est un oméga 3, donc qui est dans le poisson notamment, eh bien, aujourd'hui, il est devenu un acide gras essentiel. Donc, cela montre bien que le corps n'est pas capable de le fabriquer en quantité suffisante. Donc, ça, c'est vraiment important. Parce que les gens ne sont pas souvent au courant des problèmes. Il y a des teneurs en oméga 3, mais comme vient de le dire Véronique, c'est qu'il y a vraiment cette teneur en biodisponibilité, c'est-à-dire la manière dont l'ingrédient va être assimilé par le corps qui est extrêmement important. Et effectivement, il y a des choses d'origine animale difficilement remplaçables. Et j'ai notamment beaucoup entendu qu'en période de préménopause notamment, il était essentiel aussi de renforcer un petit peu les apports en protéines et dans certains gras, parce que le corps en avait d'autant plus besoin à cette période. Donc je pense que c'est un message important à passer aussi. Oui, et ce sont des périodes aussi durant lesquelles les femmes ont tendance à prendre un peu de poids malheureusement, ce qui fait plaisir à presque personne. À part les rares qui en ont besoin. Et une des raisons, c'est parce qu'on devient un petit peu plus insulino-résistant, c'est-à-dire que les tissus répondent moins bien à l'insuline et que les oméga 3 permettent de contrer un petit peu ça, et donc ils sont très importants encore plus à cette période de la vie d'une femme pour justement limiter la prise de poids. Et je dis toujours en plaisantant, mais en fait c'est pas du tout une plaisanterie, c'est que les oméga 3 c'est du gras qui fait maigrir.
Oui, c'est Et vrai. Il y a autre chose, c'est qu'en renforçant ce gras-là aussi, on va aussi booster les oestrogènes un petit peu, puisque comme on en parlait de ce gras, il y a les bons gras, mais c'est ce qui va continuer. Il faut savoir que les oestrogènes ne s'arrêtent pas définitivement. On arrive à des taux bas d'oestrogènes. C'est souvent une croyance répandue qu'on n'a plus rien, et que finalement le tissu gras contribue aussi à booster un petit peu ces hormones. alors ça, c'est vrai ce que tu dis. Donc le tissu adipeux est capable de fabriquer des œstrogènes. Maintenant, c'est pas spécialement les oméga 3 qui font ça. Ça, c'est vrai. C'est vraiment notre tissu adipeux de façon générale. C'est pour ça qu'être trop maigre, eh bien, ça fait arrêter les règles. Euh, le corps, il est absolument génial. Hein. Quand on est trop maigre, le corps, voilà, il se dit, mais c'est pas possible de mener à bien une grossesse, donc pouf, j'arrête les règles. Ils se concentrent sur les ressources, sur ce qui est vital. Voilà. Donc, et moi, je pense aujourd'hui qu'il valait mieux grossir un tout petit peu en vieillissant, que c'était presque un phénomène naturel. Alors attention, hein, dans des proportions raisonnables, mais finalement, quand on s'était de manière assez harmonieuse et tout, bah, on était plutôt fait naturellement pour prendre un petit peu de poids avec l'âge, plutôt qu'effectivement être mec, ce qui peut être plus. Ça fait pas plaisir, hein, c'est sûr, parce que quand on a été tout le temps mince toute sa vie et que il faut changer sa garde-robe, en plus c'est un budget. Parlons d'un autre point là, l'index glycémique, parce que tu me disais une des choses qui est idéale quand même pour pas trop prendre de poids en se faisant plaisir, c'est quand même de maîtriser l'index glycémique. On en a beaucoup parlé. Bah, ça c'est la base, l'index, la charge glycémique. Ça fait partie d'un chapitre comme ça dans le livre sur vraiment comment on fait pour mieux gérer sa glycémie. Pourquoi c'est important? Ben, simplement, quand on fait trop monter sa glycémie, on fabrique de l'insuline et l'insuline, c'est l'hormone du stockage. Donc, à calories égales, et c'est pour ça qu'il faut arrêter de penser en calories, de compter les calories, tout ça, c'est complètement dépassé. Arrêter de symboliser le gras, arrêter voilà, alors j'ai pas dit qu'on devait s'empiffrer parce qu'évidemment à un moment donné on va bien les mettre quelque part, même si on mange sainement. Mais voilà, c'est vraiment, d'ailleurs c'est le sujet de mon prochain livre, c'est arrêter de faire des régimes parce que ça ne marche pas. Arrêter de compter les calories. Ce qui marche, c'est vraiment de bien choisir ses aliments pour ne pas favoriser une prise de poids et notamment cette notion d'index glycémique, elle est très importante parce que quand on élève trop son insuline, on va stocker et on va empêcher aussi de déstocker. Et puis l'hyperinsulinisme chronique, c'est inflammatoire et donc ça va évidemment poser aussi des problèmes au niveau hormonal. On me repose pas mal de questions parce qu'on me dit que c'est dommage que tu n'aies pas pu finir sur les oméga 3. Alors, je suis désolée si j'ai coupé pour passer à l'index glycémique, mais on a tellement de choses sur lesquelles échanger. Donc, les oméga 3, moi, je fais un petit résumé et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme le disait de manière très astucieuse Véronique, c'est que c'est les acides gras qui font maigrir, entre guillemets. Il ne faut pas avoir peur des oméga 3. On est souvent en déficit en plus. D'autant que c'est des petites quantités, hein, les oméga 3. Hein, on s'en file pas un pot entier. Hein. C'est 2 grammes, 1 ou 2 grammes enfin 1 gramme de PADHA dans le poisson. C'est 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile de colza tous les jours. C'est pas des grosses quantités. C'est pas du gras qui fait des bourrelets. C'est pas du gras qui se stocke. C'est du gras qui va nous aider d'un point de vue métabolique justement à plutôt aller déstocker. Donc il faut vraiment pas en avoir peur. Il faut plus avoir peur des graisses saturées ou des graisses trop cuites ou des graisses trans ou dans les produits industriels. Et puis répétons que c'est très important aussi de prendre des oméga 3 d'origine animale pour ceux qui arrivent en cours de live, parce que c'est quand même ceux où la biodisponibilité est le meilleur. Donc notamment les sardines, les maquereaux, les petits poissons très peu pollués, mais aussi les gros poissons gras sont très intéressants en apport. Et ils sont anti-inflammatoires. Si vous manquez d'oméga 3, vous avez trop de 6 et les 6, fatalement, c'est pro-inflammatoire. Donc voilà. Et là, j'ai une question justement sur l'absence de règles et qu'est-ce qu'on conseille. Alors, j'essaie de rebondir au maximum, mais on n'a pas toujours le temps pour augmenter un taux très bas d'œstrogène et de progestérone par l'alimentation pour une personne qui est en aménorrhée. Qu'est-ce que tu conseilles normalement? Encore une fois, hein, c'est difficile comme ça de répondre. Oui, pardon, donc il faut ne pas être trop maigre, ne pas faire trop de régime, ne pas faire trop de sport d'endurance parce qu'on sait que voilà tout ça c'est compliqué. Donc il faut que le corps ait suffisamment de gras. Et puis après, ça peut être pathologique. Hein. On est bien d'accord. On n'est pas dans on n'est certainement pas en train de dire que l'assiette fait tout et que il y a des problèmes parfois qui sont de l'ordre de la pathologie, hein, on est bien d'accord, mais c'est clair que on va éviter, on l'a dit,
En fait, c'est dans le livre sur l'immunité qui est sorti après celui sur les hormones, il y a eu, j'ai vraiment abordé les 5 grands principes de base d'une alimentation santé. C'est vraiment d'avoir une alimentation qui soit anti-inflammatoire, antioxydante, anti-dysbiose, anti-hyperglycémiante et antitoxique. Et Alors, donc, si on prend tes grands A et qu'on se donne 2-3 conseils. Parce que ouais. là, le anti-dysbiose, je crois que même moi, je n'ai pas suivi. Alors, donc, Tu nous expliques ça. anti-inflammatoire. On a bien compris, c'est les oméga 3, Ouais. mais ça va aussi être tout ce qui est épices anti-inflammatoires, c'est les polyphénols du thé vert. En fait, tout ce qui est antioxydant va aussi être anti-inflammatoire. Le rôle des épices et aromates, merci. Voilà, super important. Donc, les antioxydants et anti-inflammatoires, ça va de pair. Donc, ça va être le curcuma, le cumin, ça va être voilà, le gingembre, toutes ces épices-là, les oméga 3, origine animale et origine végétale, donc de l'huile de colza, des petits poissons gras, etc. etc. Okay. Ça, c'est les 2 premiers. Antidysbiose, c'est fondamental pour les hormones, mais c'est fondamental. C'est quoi une dysbiose? Une dysbiose, c'est un déséquilibre du microbiote. D'accord? Donc, quand on a un microbiote qui est déséquilibré, ça fait de l'inflammation et ça empêche aussi de bien détoxifier ces hormones. Donc, ça peut augmenter une charge œstrogénique, comme ça peut empêcher aussi d'avoir suffisamment d'hormones. Donc, quand il y a des troubles digestifs, il faut bien les prendre en charge, notamment avec des fibres, des prébiotiques, etc. Donc, ça, c'est le 3e. Ensuite, on en a parlé, anti-hyperglycémien, c'est-à-dire ne pas élever trop sa glycémie. Donc là, on a parlé de l'index glycémique, donc des aliments complets, du riz basmati, des légumes, des fruits, des noix, voilà, tout ça. Ce qui est intéressant dans la glycémie, je fais juste un petit aparté parce que vous avez tort à le comprendre, c'est qu'en fait, un même ingrédient peut avoir des index glycémiques très différents. Si on prend une pomme de terre, par exemple, cuite à la vapeur ou cuite en frite à très haute température, on n'aura pas du tout le même index glycémique. Donc, au-delà de l'aliment, il y a aussi la manière, effectivement, de préparer les aliments. Et finalement, plus on est dans le cru, plus on est dans des choses peu cuites ou cuites à cuisson douce. Tu m'interromps, hein, Sylvie. Oui, oui. Et aussi, pourquoi les aliments complets, par exemple de la farine complète plutôt que de la farine raffinée ou du pain complet, c'est qu'il y a effectivement des fibres et du chrome qui permettent de ralentir justement la diffusion, le pic d'insuline, parce qu'on va diffuser de manière plus progressive les glucides. Donc en fait, là, il y a encore une fois, on reste dans le plaisir. Je pense que c'est des messages très importants à passer. On ne prive pas du gras, on ne prive pas des aromates qui sont des choses plaisir. Et pareil, dans l'antiglycémie, oui, on ne va pas favoriser le sucre blanc parce que ça, tout le monde sait que c'est mauvais et que ça crée des pics d'insuline, les sodas et le sucre blanc. Mais on peut vraiment, en fait, manger les mêmes ingrédients, un peu plus complètes, un peu moins raffinés et avoir des effets très nets rapidement, en fait. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait, tout à fait. Donc, on revient vraiment à une alimentation la moins transformée possible. C'est toujours le même. Donc, on a vraiment ce socle, cette base avec ces 5 A. Et puis après, en fonction du problème des symptômes, on va vraiment cibler voilà, quelqu'un qui veut faire. Alors après, la phytothérapie, elle est très importante aussi. On peut vraiment faire des choses très intéressantes. Voilà, on demandait tout à l'heure comment booster la progestérone. Eh bien, le gâtillier, par exemple, est une plante magnifique pour booster sa progestérone. Il y a de la progestérone naturelle aussi par voie topique. On en a parlé. Voilà. Beaucoup de témoignages là-dessus, par exemple à base de yam ou d'igname. Il ne faut pas oublier qu'il y a effectivement ce qu'on ingère, mais il y a aussi ce qu'on met sur la peau. Nous, on travaille aussi sur des choses à base de magnésium topique. Ça a l'air d'être très intéressant aussi sur certaines réactions. Non, tu en penses quoi? Ah mais bien sûr, ça va dépendre, voilà, de toute façon aujourd'hui, mais là on sort vraiment par contre de l'assiette, quand les hormones sont administrées par voie cutanée, par voie transcutanée, elles sont beaucoup mieux tolérées que par voie orale. Donc ça c'est sûr, et notamment pour les œstrogènes dans le traitement hormonal de substitution, si on doit en arriver là, et pourquoi pas, je n'ai vraiment rien contre, ça va dépendre vraiment au cas par cas, eh bien on sait qu'il n'y a pas de risque réellement augmenté quand on travaille avec des gels, etc. Donc voilà, il faut remettre un peu d'église au milieu du village aussi par rapport à ça. Chaque femme est différente et chaque femme va avoir besoin d'une approche aussi différente. Mais il y a ce socle de base vraiment
de ces 5 A, comme je les Et appelle. donc, tu dis, on a fait le lien, finalement, il y a un lien très fort, parce qu'on va reparler un petit peu peut-être de l'immunité, parce que je trouve ça intéressant, on est quand même dans un moment où forcément le système immunitaire est mis à mal. Donc, tu viens d'écrire un livre justement sur l'alimentation et l'immunité. Il y a des ponts très nets qu'on a vus à travers les 5 A. Qu'est-ce que tu conseillerais à toutes les personnes qui nous écoutent et qui vont revoir ça en ce temps de pandémie où les vaccins mettent un peu de temps à arriver jusqu'à nous? Qu'est-ce que tu conseillerais comme aliment de base? Que je sais que tu en as parlé, tu avais un petit coup de gueule vis-à-vis de ça et je suis tellement d'accord parce que pour le coup, on a des tonnes de publications scientifiques qui attestent que certains nutriments sont essentiels. Que nous conseilles-tu? Oui, des petits coups de gueule, c'est des gentils coups de gueule parce que Des je ne gens fais qui jamais des vrais, mais en fait, intérieurement, je boue parfois quand même un petit peu, je bah, fulmine et les gens qui me connaissent le savent, ils se disent non, pas encore. Mais le souci, c'est qu'aujourd'hui, très clairement, notre système immunitaire, ouais, il joue un rôle majeur dans ce qui est en train de se passer, hein, on est bien d'accord. Ça ne tient qu'à moi, intimement persuadée que au-delà de l'âge, qui bien sûr on peut rien y faire, mais qui n'est pas non plus une fatalité, on pourrait faire bien plus en termes de prévention que ce qui n'est fait. On parle de ces vaccins, chacun a son opinion par rapport à ça, mais moi je suis persuadée que il y a des personnes aujourd'hui qui ont eu des formes graves, voire pire, des décès par manque de nutriments. On a beaucoup parlé pendant la première phase, on en parle moins maintenant, de l'orage cytokinique, c'est-à-dire de cet emballement inflammatoire, ouais. parce qu'aujourd'hui, les personnes qui meurent de la Covid-19, elles ne meurent pas du virus, elles meurent des dégâts faits par l'inflammation, Par la inflammation qui a été générée par le virus, certes, mais c'est ça qu'il est important de bien comprendre. Elles meurent parce qu'elles ont des poumons qui sont détruits, par exemple, par l'inflammation. C'est pas le virus qui ronge les poumons. Hein. Et donc, en fait, on a un problème de gestion de cet état inflammatoire qui est mal géré. Aujourd'hui, dans la littérature, on sait que le zinc, notamment, est un antiviral. Donc, tout le monde, aujourd'hui, devrait vérifier son taux de zinc, prendre 10-15 mg de zinc au quotidien. On sait, on l'a dit, que les oméga 3 sont importants. Les personnes qui mangent pas de poisson devraient d'urgence prendre un complément en oméga 3. Et puis, la fameuse vitamine D dont on a mis 6 mois pour avoir des recommandations officielles, alors que c'est publié des milliers de fois le rôle de la vitamine D comme anti-inflammatoire et comme régulateur de l'immunité, puisque ça booste des lymphocytes qu'on appelle des Treg, des T régulateurs, c'est-à-dire qui régulent, le nom le dit bien, l'immunité, donc qui l'équilibre. Donc on devrait, je fais des prises de sang, j'ai des patients qui ont des 10, 12 de vitamine D, mais mais ça me fait peur, ça, franchement, ça m'effraie, ces gens. C'est à la fin de l'hiver, on est plus en manque de vitamine. Mais en plus, on a été enfermés. Donc, on n'a pas de soleil, on est enfermés. Il y a la moitié de la population qui est dans un état lamentable. Comment il n'y a pas un communiqué officiel pour dire au secours, prenez de la vitamine D. On a juste, ouais, le truc des médecins là qui a fait 6 mois après le début de la première pandémie, la première vague, on dit tiens, c'est vrai au fond, by the way, peut-être il faudrait prendre de la vitamine D. Et puis après, un petit truc nouveau dont on parle très très peu, mais j'en fais tout un paragraphe, même toute une page dans le livre, c'est la lactoferrine. Alors la lactoferrine, c'est une protéine à la base que j'utilisais qui transporte le fer, c'est-à-dire que c'est une protéine qu'on retrouve dans le lait maternel et qui permet au nouveau-né de bien absorber le fer parce que le lait maternel est très pauvre en fer et que le bébé en a besoin. Et donc, c'est quelque chose que j'utilise en complément alimentaire chez les femmes qui absorbent pas bien le fer. Et en fait, dans la littérature maintenant, on s'est rendu compte que cette lactoferrine, elle est capable d'entourer le virus de la Covid et elle l'empêche, elle limite la surface de contact avec le récepteur d'entrée du virus dans les cellules. Donc ce fameux récepteur ACE2 dont on a aussi beaucoup parlé au début, en fait, le virus va être entouré de cette lactoferrine et comme la surface est plus petite, ça va limiter l'entrée du virus au niveau cellulaire. Et donc, on doit acheter ça en complément alimentaire parce que du lait maternel, c'est pas facile à se mettre sous la main. Hein. Donc, globalement,
Pas simple, pas simple. Donc, on est obligé. Elle a un défaut, c'est de lactoferrine, c'est qu'elle est hyper chère. Parce Ouais. qu'évidemment, comme c'est très difficile à trouver et à fabriquer, la matière première est pas simple. Ah oui. Mais voilà, moi, ça m'est arrivé, vu que je suis en contact avec des sportifs, etc., d'être dans des périodes un peu à risque. À la À lactose. risque, eh bien, pendant ces périodes à risque, je prends de la lactoferrine et c'est vraiment, c'est publié, publié, publié. Donc, D'accord. voilà, on Donc ça, je retient sais. vitamine D, oméga Vitamine 3, D, zinc, oméga 3, lactoferrine. Et ça, super. c'est vraiment le petit pack de base de l'immunité. Et j'ai une petite question justement sur la vitamine D. Comment tu conseilles de le prendre? Est-ce que tu conseilles de prendre des doses journalières, ce qui est un peu deux grosses méthodes? Soit on prend une fameuse ampoule qui va durer 6 mois en général, soit on prend donc très dosé, souvent prescrite, soit on prend plutôt des petites doses tous les jours. Est-ce qu'il faut combiner les deux? Comment tu conseilles de prendre la vitamine D en général? Alors, globalement, ce qu'on sait, c'est que les grosses doses, ça fait un pic et puis ça redescend rapidement. Hmm. Donc, on n'est pas couvert pendant 1 mois, 3 mois. Donc, tu parles, j'imagine, des UV doses. En France, donc, c'est UV dose, c'est 100 000 unités. En Belgique, c'est des ampoules de 25 000. Et donc, on dit une par mois, c'est pas du tout suffisant. Et puis, ça va monter et ça va redescendre. Donc, il est beaucoup plus efficace de prendre de la vitamine D journalière. Ouais. On va la prendre sous forme huileuse parce que c'est une vitamine qui est liposoluble. Par contre, quand on a des personnes, j'ai eu une patiente ce matin qui avait 6 de vitamine D, Ce qui est très faible. ce qui est horrible. Mm, mm. Donc, il faut viser 50 dans le sang. Alors là, je vais lui dire une ampoule tout de suite pour vraiment lui faire un pic D'accord. et d'ici 10 jours, commencer la forme journalière pour essayer de la maintenir. Voilà. D'accord, Donc, donc c'est beaucoup ce que j'ai entendu, c'est-à-dire, et puis en plus la vitamine D, il se trouve, enfin, quand on formule notamment des compléments, c'est que ça agit vraiment toujours en cofacteur, c'est vraiment un cofacteur essentiel. Globalement, les vitamines du groupe B et les vitamines D sur l'équilibre hormonal, donc les petites doses, pas avoir arrivé les doses de surdosage, mais en tout cas, je pense que c'est très important de prendre sur le long cours des petites doses. En fait. voilà. Et c'est très très rare, je pense que tu me suis là-dessus, d'arriver à des surdosages en vitamine D. Enfin, c'est quelque chose. C'est toujours possible, mais elle monte très lentement. Donc, il faudrait vraiment avoir fait des doses importantes longtemps. Il faut savoir que les recommandations officielles, c'est 600 unités par jour. Jamais, jamais, jamais on ne monte une vitamine D avec 600 unités. Même pas Donc, il ne faut pas hésiter parfois pendant 1 mois à prendre 5000 unités et puis à vérifier son taux et à continuer de monter. Quand on ne peut pas sortir et qu'on manque de... Je vois Oui. qu'il y a quelqu'un qui demande aussi la lactoferrine, Oui, voilà, où on peut la trouver. Alors moi, personnellement, je prends celle de TerraScience. J'en connais pas d'autres. Il n'y a pas beaucoup de laboratoires qui ont percuté l'importance de la lactoferrine. Donc moi, je prends celle de chez TerraScience. Je commande sur Internet. J'ai une personne qui demande si elle est en manque de fer, si elle peut prendre la lactoferrine avec du fer en plus. Absolument. Moi, c'est ce que je fais et c'est ce que je conseille. Fer et lactoferrine, ça va augmenter l'absorption du fer et franchement, ça marche très bien. La ferritine, elle remonte très très bien avec ça. Oui, c'est aussi un déficit courant chez les femmes. Donc c'est important. Oui, et même parfois, on en prend et on n'arrive pas à la faire remonter. Voilà, moi par contre, je suis très prudente parce que autant dans tout ce que j'ai regardé, notamment quand on développait, c'est très rare d'atteindre des surdosages de vitamine D parce que même quand on voit les doses recommandées en complément alimentaire, il n'y a vraiment pas de risque pour prendre à côté des ampoules. En revanche, le fer, ça arrive d'avoir des surdosages de manière plus fréquente et c'est quelque chose qui se dose très facilement par voie sanguine. Voilà, il faut doser sa ferritine. On ne prend jamais de fer si on n'a pas fait d'abord un dosage. On dose sa ferritine. C'est souvent les hommes, mais pas que les hommes. Il y a des femmes à partir de la ménopause, surtout, qui ont trop de fer. Il faut savoir que quand il y a un état inflammatoire, la ferritine, elle monte artificiellement. Donc, méfiez-vous parfois de certains dosages. On peut avoir une ferritine à 150, mais en fait, c'est parce qu'on est en mode inflammation. C'est pas une vraie ferritine. Donc là, il faut la redoser quand l'inflammation est partie, ou encore mieux, on va doser le pourcentage de saturation de la transférine qui, lui, ne varie pas avec l'inflammation. Donc, si lui, il est bas et qu'une ferritine est haute, alors on sait que, en fait, c'est pas, la ferritine, elle n'est pas vraiment réelle, quoi. D'accord. Voilà. Et alors, si on termine avec le poids, parce qu'on l'a un petit peu évoqué, mais effectivement, c'est intéressant. Tu as notamment un... Mais ça n'intéresse personne, le poids, Caroline.
Bah, un peu quand même. Mais je plaisante, hein, c'est la préoccupation Bah, majeure tu de la sais, moi, plupart. je rêve de vieillir en grossissant parce qu'en fait, j'ai toujours eu peur de voir, tu sais, Mais ces ne dis femmes pas qui ça, tu vas te faire agresser Ben, prochainement, tellement tout le monde va te détester. alors, d'accord. Je rêve de grossir. Mais On peut pas non, dire mais ça, c'est en fait, politiquement non, je trouve incorrect. ça, non, on va dire de prendre des rondeurs en vieillissant, je trouve ça sympa parce que en fait, t'as un côté plus doux, plus je sais pas, moi je trouve que ça va bien avec ça et moi j'ai une phobie de se creuser en vieillissant, mais chacun Mais ses phobie, hein. t'inquiète, ça va venir, Chacun ses phobies. t'inquiète. T'inquiète, ça Alors, va. Comme chez tout le monde, ça va arriver les petites rondeurs. j'ai une petite question, attends, juste avant qu'on passe à ça, qui est de Isabelle qui me demande le fer sous forme de plante, c'est-à-dire le moringa par exemple, les fers d'origine végétale, t'en penses quoi? En- Oui, mais après, moi, il y a voilà le bisglycinate de fer, tout ça, c'est très bien en complément. Un petit truc pour le faire, c'est que c'est plus efficace de le prendre un jour sur deux. Ah, ça c'est intéressant, je savais pas. Parce qu'en fait, comme justement tu l'as très bien dit, trop de fer, c'est dangereux. Mhm. Le corps, il va bloquer l'absorption après qu'il y ait eu une prise. Il va se dire, oh là là, encore du Même fer. des films de Donc guerre, on prend, voilà, incroyable. Et donc du coup, c'est mieux de prendre une grosse dose un jour, pas le lendemain, pour un peu tricher et un peu le tromper, ce petit coquin. Voilà. intéressant. Donc Oui, un double et puis rien, voilà, un jour sur deux, et on prend voilà un bisglycinate de fer. Alors évidemment, il faut pas oublier qu'il y a des fers qui sont beaucoup mieux absorbés que ça et que certaines femmes tolèrent très bien, hein. Donc voilà, dans certains cas, ça peut très bien marcher de prendre le bon fer prescrit par le docteur, mais quand même souvent ça fait mal au ventre, ça constipe, donc c'est un peu ça le oui, souci quoi. j'insiste aussi quand on prend des compléments, c'est important de ne pas prendre. Moi, je me méfie beaucoup. Je ne sais pas ce que tu en penses, on n'en a pas parlé, mais des compléments avec trop de vitamines, trop de minéraux dans tous les sens. Parce que déjà, il peut y avoir des actions antagonistes et je trouve que pour mesurer les effets que ça nous fait sur notre corps, notamment si on est suivi, qu'on fait une dose avant-après, c'est important de ne pas cumuler et multiplier voilà, les prises, pas forcément aller tout de suite vers les 12 vitamines, 15 minéraux. Mais oui, mais c'est ce que j'appelle des fourzitou. Mais des fourzitou, c'est bien si vous avez été dénutri, si vous avez été Oui, voilà, malade, si vous avez c'est ça. vraiment traversé une période un peu compliquée. Mais voilà, sinon, globalement, c'est mieux de faire des choses un peu plus subtiles et individualisées. Tout le monde n'a pas besoin de tout. Voilà. Alors, je suis désolée, on a plein de commentaires. On va pas pouvoir répondre à tout parce que aussi, Véronique a aussi un agenda très chargé, donc je pourrais pas la maintenir. Bien sûr, le live sera en replay et si vous avez des questions après le live, n'hésitez pas à les mettre et on sera ravis d'y répondre. Il y a beaucoup de questions sur des posologies particulières, sur la spiruline, le floradix, etc. On ne pourra Oui, je pas vois. répondre Bon, la spiruline, c'est très bien, mais il faut pas exagérer parce qu'il y a quand même beaucoup de bêta-carotène. Donc, c'est jamais, on peut jamais se dire plus j'en prends, mieux c'est. Ouais. Hein, donc, voilà, 2 grammes, c'est bien. Le but, c'est comme tu l'as dit, d'avoir des petits apports en oligo-éléments bien finement apportés, Mieux, hein. moi, je Ça trouve sert que à c'est rien les mégadoses, hein. voilà, et puis moi, Donc, enfin, j'ai beaucoup travaillé dans les compléments alimentaires, notamment je crois beaucoup à la phytothérapie, forcément. Mais vraiment, quand vous essayez donc vos deux, trois ingrédients, après vous êtes fait recommander, essayez dans la durée, sur au moins un mois à 45 jours, et regardez les effets, prenez le temps d'analyser, de refaire des dosages, ne cumulez pas trop et ne vous arrêtez pas au bout de 3 jours. On est sur de la prévention, on n'est pas sur des choses miracles, donc c'est important voilà, de faire un petit peu les choses dans la durée. L'approche n'est pas la même et justement, une des grosses choses dans lesquelles on se retrouve, c'est qu'on a tellement négligé la partie inflammatoire, on va dire, comme tu disais, les pathologies inflammatoires qui conduisent à des choses beaucoup plus graves après, hein, du diabète, qui est une résistance à l'insuline, jusqu'aux problèmes qu'on a pu voir avec la Covid. Je pense que c'est très important aujourd'hui de reprendre un petit peu le contrôle de ce qui se passe dans le corps, d'essayer de comprendre comment on fonctionne. Et comme tu l'as très bien dit, par exemple, le fer, il y a des gens qui n'auront jamais de problème en fer avec la même alimentation que d'autres toute leur vie. Donc, on n'a pas les mêmes manières, notre organisme ne régule pas de la même manière, c'est on a clair. toutes des biochimies différentes. Donc, c'est très important de prendre le temps de comprendre de ce dont on a besoin ou pas. Voilà. Et alors, sur le poids, si tu avais une petite règle, qu'est-ce que tu as appris, par exemple, de choses qu'il y a beaucoup, beaucoup d'idées reçues sur le poids? On parlait du gras tout à l'heure. Euh, S'il y a deux, trois choses à retenir ou des petites idées, je sais que tu m'avais donné des idées de recettes que je trouve géniales, parce que bon, moi, je suis très pro, très gourmande déjà. Donc, je ne peux pas, si on me donne un régime trop strict, ça va pas être possible.
Et tu m'avais dit, par exemple, le gâteau au chocolat, la fameuse recette du gâteau au chocolat courgette que tu avais fait avec les fameux sportifs qui s'en étaient pas rendus compte. Remplacer du lait et du sucre par du jus de betterave. Est-ce que tu as quelques astuces comme ça pour nous guider qui sont à la fois bonnes pour les hormones, bonnes pour la prise de poids et tout ce dont on a parlé, puisque finalement tout se rejoint, c'est les socles d'une bonne alimentation. Voilà, je sais que tu es très... Oh, ça fait un peu boum boum dans ma tête pour l'instant, pour tout te dire, parce que je suis en phase terminale. Je vais finir ma phrase parce que sinon ça va faire peur. D'écriture pour donc sortie 16 mars, hein, ma Bible pour perdre du poids sans régime. Et donc tu as dit le mot régime, c'est un mot qui me fait hyper peur et que je déteste. Et donc justement l'idée, c'est de comprendre qu'il faut arrêter de compter ses calories, qu'on est plus dans les métabolismes. Donc, il y aura tout un chapitre sur le microbiote, sur les hormones, comment elles font grossir. Il y aura tout un chapitre sur la chrononutrition parce qu'on n'en parle pas assez de ce qu'il faut manger, à quelle heure. Voilà, moi, j'avais encore ce matin dans mes patientes une personne qui mange quasi pas le matin, vite fait, le midi, une petite salade et le soir, elle se tape la cloche à 21h30. Mais rien que changer ça. Rien, je lui dis rien que y a, je sais pas, il y a un hélicoptère qui va se poser sur ma terrasse, je crois, ici. J'entends un bruit pas possible. Et donc, rien que de changer déjà les horaires des repas et la répartition des repas, ça c'est déjà un truc qu'il faut bien comprendre. C'est vraiment de commencer, comme on disait avant, manger comme un roi le matin, un prince le midi et un pauvre le soir. Alors le problème c'est qu'on a plein d'injonctions différentes. On parle de ça. Moi récemment j'ai lu qu'il fallait plutôt dîner tôt. Et après, éventuellement décaler jusqu'au midi, il y a le jeûne intermittent qui fait beaucoup de bien à beaucoup de monde, c'est-à-dire de faire des petites pauses de 12 heures entre chaque repas pour permettre au corps aussi, comme tu dis, de se focaliser sur l'essentiel, de se nettoyer un peu. Après, on a entendu, finalement, il faut beaucoup, donc le fameux déjeuner de pauvres. Comment se repérer dans tout ça? Parce qu'on a beaucoup. Non, mais là, c'est pas du tout inconciliable. Donc, en fait, on parle de jeûne intermittent. L'idée, c'est de prolonger la durée du jeûne nocturne. Donc, si tu fais un bon petit déjeuner, un repas de midi, qui est le repas le plus important, et une collation légère à 18 heures et que tu manges plus après, et que tu reprends seulement le lendemain, mais tu es dans une longue période de jeûne. C'est déjà une forme de jeûne intermittent. Bien sûr. Okay. Ça fait du bien à l'organisme. Voilà, mais donc ça peut être une option. Maintenant, il faut faire des choses qu'on peut tenir dans le temps. Ça, s'il y a bien un grand message, c'est qu'il faut arrêter de penser en J0, J30 ou J60 et après je recommence à faire ce que je faisais avant. Et puis s'écouter. Moi j'en parle parce qu'on a beaucoup de questions autour du cycle, notamment du cycle menstruel. Et moi je sais qu'autant il y a des périodes où je peux faire un pseudo-jeûne intermittent, ça passe inaperçu parce que tout simplement j'ai le nez dans le guidon. Donc je me couche, je dors, j'oublie le petit déjeuner, je cours et puis je vais remanger, je sais pas, à 2 heures de l'après-midi. Et puis il y a des périodes de mon cycle où c'est pas possible, quoi. Enfin, juste quand on a aussi des ça peut être des pulsions alimentaires ou juste des envies plus fortes ou un appétit plus fort. Je pense qu'il faut aussi s'écouter. Il ne faut pas non plus se déconnecter. Il faut des règles. Alors, il faut s'écouter et à la fois, parfois, le corps, il nous dit des conneries aussi. Donc, quand il nous dit que le gros gâteau au chocolat, il est bien. Voilà. Donc, parfois, il dit pas que des choses intéressantes. Mais par contre, Caroline, si tu fais du jeûne intermittent comme ça et que tu vas courir et tout, t'es pas prête de grossir. Hein. Tu parlais de rondeur, c'est pas pour demain. Ça, je te fais sans trop y penser, mais quand ça m'a... Mais par contre, ça m'a fait du bien, tu vois, d'un point de vue digestif, de le faire un peu sans faire exprès, si tu veux. Oui, bien sûr. Ah, mais c'est sûr que mettre un peu son corps au repos. Aujourd'hui, notamment, on considère que en termes de prévention cancer, on devrait jeûner au moins 13 heures par jour. Oui, donc ce serait le minimum. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait terminé de manger à 18, 19 heures pour pouvoir prendre son petit déjeuner à 7 ou 8 heures. C'est pas fait le couvre-feu pour faire ça en ce moment. Je ne suis pas sûre que tout le monde soit très content avec l'idée d'encourager le couvre-feu, mais voilà, si tu le dis. J'encourage les gens à dîner avec les poules. Voilà, c'est ça. Mais ça vaut le coup d'essayer et de voir si on dort mieux. Moi, je sais qu'en décalant un tout petit peu et justement avec ce mode de vie un peu décalé, il se trouve qu'on s'est mis à dîner un peu plus tôt et je trouve que le sommeil est favorisé.
tout simplement. Donc, en tout cas, ça vaut le coup. Ce qui est intéressant dans tout ce que tu as dit, c'est que ça vaut le coup de tester d'autres modes de cuisson, de faire attention à certains éléments, de regarder un petit peu, de varier les heures des repas. Et comme tu dis, de regarder quand on varie en fait la densité de nos repas à certaines heures, voir si ça change quelque chose. En fait, ça, encore une fois, c'est essayer d'adapter en fait son goût. Oui, et puis on a parlé tout à l'heure d'insuline. On sait aussi aujourd'hui que la sensibilité des tissus à l'insuline, elle est beaucoup plus forte le matin que le soir. Donc on va beaucoup mieux gérer une quantité importante de pain, de pâtes, de tout ce que vous voulez le matin, le midi que le soir, par exemple. Et c'est encore plus vrai si on mange tard. Et donc, chez certaines personnes qui ont des petits soucis métaboliques, si le soir on se tape même des lentilles, un gros plat de lentilles à faible index glycémique, du coup, ça va quand même pas marcher non plus. Donc, il y a comme ça, voilà. Moi, j'ai passé en revue en fait toute la littérature pour voir aujourd'hui tout ce qui fait grossir potentiellement et qui peut empêcher de faire maigrir. Et c'est pour ça que ça s'appelle ma Bible, hein, parce que ce sera quand même assez complet. Et voilà, il y a tellement de choses à dire. Il y a l'assiette, donc il sort le 7 mars. Il y a l'assiette avec les bonnes proportions, quelles protéines choisir, quels lipides choisir. On en a parlé. Il y a du gras qui fait grossir, il y a du gras qui fait maigrir. Donc les oméga 3, on les mange en quantité suffisante, mais ça reste des petites quantités. C'est du gras qui fait maigrir. Il y a tout un chapitre sur les cuissons. Il y a tout un chapitre sur les micronutriments. Comment un manque de fer peut faire grossir. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Comment un excès de sel peut faire grossir. Donc là aussi, c'est vraiment une question d'équilibre. Quand on manque de fer, qu'on ne fait pas assez de sérotonine, on a des pulsions dans l'après-midi. C'est très, très large. C'est extrêmement intéressant. Ce qu'il y a aussi beaucoup dans ton livre sur les hormones, je le redis parce qu'après vous aurez une petite surprise, on refera gagner 2 exemplaires de ce livre. C'est qu'effectivement, rien que de jouer sur les neurotransmetteurs dont tu parlais tout à l'heure, sérotonine, dopamine et tout, ça a beaucoup d'influence aussi sur les pulsions alimentaires et donc finalement notre manière de gérer notre alimentation. Et c'est vrai qu'il y a aussi quelque chose de flagrant. Moi, j'ai beaucoup de témoignages parce que très souvent dans la régulation hormonale aussi, on dit de limiter un petit peu le sucre. Et bien, on se détoxifie. Enfin, se détoxifier, c'est pas le bon terme parce que je sais à quel point tu es piquée sur les expressions. Mais en fait, on arrive à se déshabituer en quelque sorte du sucre très rapidement. C'est-à-dire qu'en l'espace de 2 semaines, quand on commence à baisser les aliments sucrés, on n'a plus ces envies de sucre compulsifs qu'on pouvait avoir avant. L'organisme est une vraie machine de guerre qui s'habitue très vite. Donc, on peut faire beaucoup de choses de manière douce et je pense que c'est très important de vous dire ça. Il ne faut pas se forcer à faire des choses trop scolaires en cochant. Il faut aussi s'écouter un petit peu parce que ça ne marchera pas. Si on se frustre trop et qu'on fait que des choses qui ne nous font pas plaisir, ça ne forcera pas. Or, il y a vraiment des règles. On peut être aidé justement à travers tous tes super livres en regardant un peu, avoir un guide et se tenir à un guide et en fait suivre des règles qui permettent de se faire plaisir tout en vraiment gagnant en vitalité, en bien-être, quoi, sans être dans quelque chose de très restrictif en fait. Mais je pense que toutes les personnes qui sont là en sont parfaitement conscientes, sinon vraisemblablement elles ne nous écouteraient pas. Mais oui, en effet, tu prêches une convaincue. Hein. Beaucoup de personnes pensent que elles sont addictes, etc. Et parfois, c'est des addictions qu'elles génèrent par certains comportements. Hein, donc, c'est des choses qu'on peut vraiment travailler. Et puis, en effet, le corps, il peut très facilement se déshabituer. On est tellement addict parfois qu'on croit que jamais on va s'en sortir. Et puis un jour, la magie opère et il faut y aller doucement. Je pense qu'on est tous un petit peu trop aussi parfois en mode on-off. Hein. C'est-à-dire que, allez, maintenant je m'y mets, on fait les choses tellement à fond que c'est un choc pour le corps qui n'est pas capable de tenir. Donc il faut y aller doucement, il faut faire des choses qu'on est capable de tenir sur le long terme et gentiment faire des petites corrections, des petites améliorations et pas vouloir tout faire. Et moi, je dis toujours, les révolutions, ça finit jamais bien. Hein. Donc, ça doit être une évolution, pas une révolution. Tu as complètement raison et c'est aussi le secret des changements durables, je pense. Merci beaucoup Véronique en tout cas. On vous fait effectivement, on répond à toutes vos questions après, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je sais qu'il y en a plein auxquelles on n'a pas pu répondre. Merci beaucoup Véronique pour ton temps. Avec plaisir, merci Caroline. Bravo pour tes sorties de livres. Donc encore une fois, les hormones qu'on va vous faire gagner, mais aussi le livre sur l'immunité, je pense qu'il est vraiment d'actualité qui vient de sortir, donc aux éditions Le Duc.
et le prochain qui va être sur effectivement arrêter les régimes. Donc ça, c'est magique Voilà. pour la gestion du poids. Donc merci beaucoup encore Véronique. Et puis écoute, Avec plaisir. Merci si à vous avez vous. d'autres questions, ça pourrait être l'occasion d'un prochain live, donc on vous répondra. Merci à toutes. À bientôt. Au revoir. Au revoir.